Bienvenue à Détective Éternel. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple, dans le mystère de l'horloge sans aiguille. Un corps sans vie, une horloge cassée qui refuse de marquer l'heure et une question à laquelle le temps lui-même ne peut répondre. Vous écoutez-vous dans le calme de la nuit ou pendant votre thé du matin? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. D'où nous écoutez-vous ce soir? Dans un fauteuil tranquille, peut-être, ou dans une cuisine réchauffée par le sifflement de la bouilloire? Où que vous soyez, restez avec nous dans le petit village de St. Mildred. Le temps lui-même a déraillé. Tout commença par une matinée humide de printemps, alors que Miss Marple se rendait chez le marchand de légumes. Passant devant la fenêtre de la maison Bellamy, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une horloge de cheminée sur le buffet, son dôme de verre poli, mais le cadran complètement vide, sans aiguille ni chiffre, seul le cercle de laiton brillait étrangement à la lumière. La plupart auraient pu penser qu'il s'agissait d'une décoration brisée, en attente de réparation. Mais Miss Marple, comme vous le savez bien, négligeait rarement de telles bizarreries. Elle ralentit, observant juste assez longtemps pour remarquer Madame Bellamy qui fermait les rideaux à la hâte, le visage pâle et les mouvements saccadés. Plus tard dans la journée, le village bourdonnait d'informations. Monsieur Edward Bellamy, avocat à la retraite, homme au col raide et aux habitudes plus strictes, n'était pas venu faire sa promenade matinale habituelle. Au lieu de cela, sa femme de chambre s'était précipitée en hurlant dans la rue principale, prétendant avoir trouvé quelque chose d'affreux dans le bureau. L'inspecteur Graves fut appelé, son vélo claquant sur les pavés tandis qu'il se hâtait vers la maison des Bellamy. Les villageois le suivirent, chuchotant et spéculant, jusqu'à ce que l'agent de service leur réponde par un aboiement. Mais quelques curieux aperçurent Miss Marple, un peu à l'écart, l'observant attentivement, son tricot soigneusement rangé dans son sac. « Il est mort, n'est-ce pas? » murmura le vieux M. Pritchard en poussant sa femme du coude. « C'est plus que probable, » murmura-t-elle en retour, les hommes de son âge, le cœur lâche, même si j'ose dire que Madame Bellamy a l'air trop effrayée pour ça. « Chut !» dit doucement Miss Marple, bien que ses yeux ne quittassent pas les rideaux des fenêtres. Dans le bureau, l'inspecteur Graves se pencha sur le corps. M. Bellamy gisait dans son fauteuil, ses lunettes légèrement de travers, un ouvrage juridique tombé sur le tapis. Aucune blessure apparente, aucune arme en vue. Pourtant, quelque chose clochait. Le feu avait été laissé à couvert doucement, bien que la veille ait été chaude. Et sur le bureau, parfaitement centré, se trouvait une petite horloge de voyage, elle aussi sans aiguille. « Qu'en pensez-vous, Miss Marple ?» demanda le jeune agent Hughes lorsqu'il se glissa dehors en s'essuyant le front. « Oh, mon Dieu, rien du tout, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Sauf qu'après avoir longtemps vécu dans un village, on apprend que les gens gardent rarement des objets cassés, à moins de vouloir faire valoir leur point de vue. Dans l'après-midi, les rumeurs allaient de bon train. Certains prétendaient que Madame Bellamy s'était disputée avec son mari la veille, sa voix résonnant à travers la haie du jardin. D'autres juraient qu'il avait reçu des lettres écrites par une femme. Mais Miss Marple avait remarqué autre chose, quelque chose que les autres avaient négligé. Lorsque la servante s'était enfuie dans la rue, elle s'était écriée « L'horloge! L'horloge !» bien avant de mentionner le pauvre M. Bellamy étendu mort. Une coïncidence? Peut-être. Mais Miss Marple avait toujours dit qu'en matière de meurtre, la coïncidence était l'amie la moins fiable. Et ainsi, chers auditeurs, nous terminons notre premier chapitre avec un village secoué, une veuve tremblante derrière ses rideaux et deux horloges sans aiguille fixant le paysage comme des témoins aveugles. Restez avec nous jusqu'à la fin. C'est seulement alors que la vérité sera révélée.
Le lendemain matin, St. Mildred bourdonnait d'activité. Chaque ruelle, chaque pas de porte de maison et certainement chaque coin de la grande rue devenait un petit théâtre où les spéculations prenaient leur place. La mort d'Edward Bellamy, bien que non officiellement qualifiée de meurtre, n'était pas encore suffisante pour faire jaser les esprits avec une énergie incessante. Au bureau de poste, Madame Kenworthy s'est tellement penchée sur le comptoir que Mademoiselle Cartwright, la maîtresse de poste, a pensé qu'elle allait tomber complètement. « On dit, » murmura Madame Kenworthy d'une voix suffisamment forte pour que la moitié de la fille l'entende, que le médecin n'y trouve rien de naturel. Absolument rien. « N'importe quoi !» renifla Miss Cartwright. « Si un homme de 73 ans meurt dans son fauteuil, un livre sur les genoux, il n'y a rien de plus naturel au monde. Mais, ajouta-t-elle à voix basse, et l'horloge ? Ma cousine jure que la bonne a parlé d'horloge avant de parler du corps. On ne se méprend pas sur ce genre de choses. » Derrière eux, une jeune femme au regard perçant et au manteau neuf, Madame Talbot, récemment installée dans une maison louée en bordure de la verdure, s'agitait avec impatience. « Ça colle toujours avec ces villageois, » dit-elle vivement. « Présage par-ci, symbole par-là. J'imagine que la pauvre fille était trop choquée pour comprendre ce qu'elle disait. Pourtant, ses lèvres étaient pincées, comme pour retenir son opinion. Dehors, Miss Marple passe avec son panier. Elle ne s'arrêta pas et ne prêta pas l'oreille au ragot, même si son regard bienveillant capta chaque mouvement de recul, chaque croisement de bras précipité, chaque déglutition nerveuse. Les années lui avaient appris que ce n'était pas seulement ce que les gens disaient, mais la façon dont ils choisissent de le dire qui racontait l'histoire. À midi, elle accepta une invitation à prendre le thé chez Madame Bantry, qui habitait juste à côté du cimetière. Madame Bantry ne manquait jamais de cueillir les morceaux les plus juteux. « Ma chère Jane, » commença-t-elle dès que la théière fut posée, « il n'y avait pas que les horloges. On dit que Madame Bellamy refuse de laisser entrer quiconque dans le bureau depuis hier soir. L'inspecteur Graves est furieux, bien sûr. Il a quelque chose à voir avec l'attente d'un spécialiste du bureau du comté. Mais n'est-ce pas curieux? Que croit-elle cacher? » Miss Marple remua doucement son thé, la cuillère tintant une fois avant de s'immobiliser. « Le deuil prend de nombreuses formes, Dolly. Certains barrent les portes, d'autres les ouvrent brusquement. Pourtant, tu as raison, c'est un peu étrange. » Madame Bantry se pencha en avant, les yeux brillants. « Et vous ne le croirez jamais. Mademoiselle Cartwright jure avoir vu une lettre écrite par une main étrangère dans le courrier du matin chez les Bellamy il y a 15 jours. Paris, pensa-t-elle, ou Bruxelles, quelque chose d'élégant. Et la semaine dernière, on a entendu M. Bellamy se disputer avec sa femme dans le jardin. Oh oui, on sait tout ce que ça veut dire. » Miss Marple sourit doucement, comme amusée par ces sauts de logique. Mais en réalité, elle retournait l'énigme dans sa tête. Un homme avec 2 horloges sans aiguille, une femme qui barrait le bureau, et une femme de chambre dont le premier mot était « horloge ». D'étranges strates pour ce qui aurait dû être un simple décès. Plus tard, le même jour, l'inspecteur Graves arriva en personne à l'auberge, le King's Arms, pour commander un dîner chaud. Ses manœuvres étaient brusques, mais cela n'empêcha pas les villageois d'engager la conversation. M. Pritchard, parce qu'au bar, ne perd pas de temps. Mauvaise affaire, hein, inspecteur? Pas naturel, à mon avis. Graves le fixa d'un regard perçant. Et pourquoi pas naturel? Eh bien, tout ça, Pritchard, personne ne garde 2 horloges cassées, n'est-ce pas? Il doit y avoir quelque chose de diabolique là-dedans. À la table du coin, Miss Marple, venue chercher un bouillon, écoutait sereinement. Grave la remarqua et inclina la tête avec un demi-sourire. Il avait appris à ne pas sous-estimer cette douce vieille dame. « Vous avez déjà tout entendu, je suppose, Miss Marple. La moitié du village semble déterminée à me donner ses théories. » Elle rit doucement. « Les villages sont un peu comme des théières, inspecteur. Un seul craquement, et tout le récipient bourdonne.
Mais ce qui compte vraiment, je pense, ce n'est pas la force de leur bourdonnement, mais ce qu'ils essaient de taire. Grave fronça les sourcils et nota quelque chose dans son carnet. Tu insinues que quelqu'un ment déjà? Oh, mon Dieu, je ne mens peut-être pas. Je réorganise simplement la vérité, comme le font souvent les gens qui cherchent à cacher quelque chose. À cet instant précis, Madame Talbot entra dans l'auberge, son manteau boutonné, les joues rouges comme après une marche rapide. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, aperçut le regard calme de Miss Marple et s'empressa de commander de la bière au comptoir. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple cliquetaient comme si de rien n'était, mais elle avait remarqué sa hâte. Les nouveaux venus, elle le savait, tenaient souvent à garder leur passé en ordre, parfois un peu trop. Le soir venu, une image plus claire des contradictions s'était déjà formée. Madame Bellamy jurait avoir laissé son mari lire au coin du feu à 10h30 la veille, avant qu'elle se retire à l'étage. Pourtant, la femme de chambre, d'une voix tremblante, raconta à Madame Penworthy avoir entendu des voix s'élever bien après minuit. Que se passerait-il? Une soirée tranquille ou une dispute? Et puis il y avait l'affaire des horloges. Quand Miss Marple en parle légèrement à Madame Bantry, la vieille dame rit et fait signe de la tête. Eh bien, Jane, on collectionne toutes sortes d'objets bizarres. Certains ont des théières, d'autres des cuillères en argent. Monsieur Bellamy aimait peut-être les horloges bizarres, mais son rire était cassant, et elle changea rapidement de sujet pour parler de la fête religieuse. Miss Marple, bien sûr, remarqua le changement. Elle le rangea, comme une fleur pressée, dans un livre pour l'étudier plus tard. Le lendemain promettait d'autres révélations. L'enquête était prévue pour vendredi, et d'ici là, le coroner devrait déterminer la cause du décès. Mais comment la déterminer, alors qu'aucune trace ne se trouvait sur le corps, qu'aucun poison n'avait encore été prouvé, et que seule une petite horloge sans aiguille fixait le bureau? En tirant ses rideaux pour se protéger de la lumière déclinante, Miss Marple se permit de réfléchir à la façon dont les gens de Sainte Mildred parlaient trop vite, trop facilement, chacun cherchant à éveiller les soupçons. C'était, pensa-t-elle, le plus suspect de tous. Et puis, juste au moment où elle posait sa bougie sur la table de nuit, un cri strident retentit dans la verdure. Encore une servante, ou peut-être la fille de Madame Kenworthy. Un cri de terreur authentique fendit l'air paisible du soir. Miss Marple se leva aussitôt, son châle serré sur ses épaules. Quelque chose de nouveau s'était produit. Et si le premier choc avait déstabilisé le village, ce second cri allait certainement briser son calme. Le cri qui résonna sur la place du village en cette soirée humide sembla transpercer chaque mur et chaque vitre des chaumières. Les rideaux s'ouvrirent brusquement, les lampes s'allumèrent, et bientôt des silhouettes en châle et robes de chambre sortirent précipitamment dans la nuit. Miss Marple, qui s'était levée aussitôt, sortit dans l'air frais, son châle serré contre elle. Elle se dirigea vers le pré avec le calme mesuré de quelqu'un qui comprenait que la panique était vaine. En atteignant la petite foule déjà rassemblée, elle aperçut la jeune Lucy Kenworthy, raide comme une flèche, debout au milieu de l'herbe, les mains pressées contre sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. « Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant ?» demanda Madame Bantry en s'avançant précipitamment avec sa lanterne. « C'était dans le cimetière, » balbutia Lucy. J'ai cru la voir s'interrompre, la voix tremblante. L'inspecteur Graves arrive quelques instants plus tard, boutonnant son manteau, déjà irrité par le chaos. « Mais alors, pourquoi tout ce tapage ?» demanda-t-il. Son regard parcourut la foule. « Mademoiselle Kenworthy, parlez. Qu'avez-vous vu ?» Lucy trembla. « C'était un homme, monsieur. Je le jure. Il se tenait près de la parcelle familiale des Bellamy. Il n'avait pas de visage, ou peut-être était-il masqué, et il portait quelque chose sous le bras, une boîte, où elle hésita de nouveau, serrant désespérément les mains. Hallucination,
murmura M. Pritchard en secouant la tête. La jeune fille s'était fait une peur bleue après les affaires de la veille, mais Miss Marple remarqua les poings serrés de Lucie, la pâleur de ses joues, la façon dont elle jetait un regard vers les ifs sombres, comme si elle craignait encore que quelque chose ne rôde là. Miss Marple savait qu'une telle peur naissait rarement de la seule imagination. Grave aboya aux gendarmes. « Fouillez la cour !» Le jeune homme s'éloigna à grands pas avec sa lanterne, la lumière oscillant entre les pierres tombales. Mais après quelques minutes, il revint, ne signalant rien d'inhabituel, si ce n'est un bout de papier coincé contre la grille en fer. Grave l'examina brièvement. « Juste une enveloppe, vide, dit-il d'un ton dédaigneux. Mais Miss Marple, regardant par-dessus son bras avec une curiosité polie, remarqua les légers vestiges d'écriture, brouillés par l'humidité. Les boucles étaient délicates, féminines peut-être, et bien que l'adresse fût illisible, une ligne se détachait encore, la trace subtile d'un cachet postal étranger. L'inspecteur le froissa dans sa main, prêt à le jeter. Inutile. « Oh, peut-être pas tout à fait, » murmura doucement Miss Marple. « Même les choses inutiles ont tendance à apparaître à des endroits bien précis. » Les villageois bourdonnaient de spéculation, leur voix résonnant comme une marée montante. Madame Talbot, la nouvelle venue, était parmi eux, l'air crispé, murmurant. « Un homme sans visage près du cimetière, c'est impossible. » Elle rapprocha son manteau, comme glacée par l'imagination plus que par l'air nocturne. Mais d'autres étaient de moins sûrs. « Écoutez-moi bien, » dit M. Pritchard d'une voix forte. « Tout cela est lié à la mort du vieux Bellamy. Vous verrez. Le diable est là, quelque part. » L'inspecteur Graves leva les yeux au ciel. Superstition. Si quelqu'un avait été dans cette cour, les hommes l'auraient trouvé. Maintenant, je rentre à la maison avant d'écrire des noms. À contre-cœur, la foule se dispersa. Pourtant, bien après que la plupart des lampes se soient éteintes, Miss Marple restait éveillée à sa fenêtre, tricotant à la main. Elle ne se souciait guère des silhouettes sans visage. L'imagination jouait des tours aux jeunes filles effrayées, mais l'enveloppe la troublait. Une main étrangère, humide et abandonnée, trouvée devant la parcelle familiale Bellamy, ce n'était pas un hasard. Le lendemain matin, l'histoire avait pris de l'ampleur à force d'être racontée. Lucy Kenworthy, désormais au centre de tous les murmures, affirmait sans cesse avoir vu quelqu'un, et à chaque fois, les détails changeaient légèrement. Dans une version, le personnage portait une cape, dans une autre, un large chapeau. Mais il y avait toujours la boîte sous le bras, et toujours le cimetière. Miss Marple écouta avec bienveillance lorsque Lucy arriva à la porte de son jardin, les yeux rouges, après une nuit de peu de sommeil. « Ils disent que je l'ai imaginé, » dit Lucy d'un ton misérable. « Certains diront toujours cela, » répondit doucement Miss Marple. « Mais tu dois me dire, mon enfant, et clairement, pourquoi étais-tu près du cimetière à cette heure-là » Lucy rougit. « Je revenais à peine de chez Madame Talbot. Elle m'a demandé de l'aider à porter des colis après le dîner, et il se faisait plus tard que prévu. Franchement, je ne restais pas les bras croisés. » Miss Marple esquissa un sourire doux, tout en cachant soigneusement l'information. Pourquoi Madame Talbot, qui habitait si près, avait-elle eu besoin de Lucy si tard? Et pourquoi Lucy détournait-elle le regard, comme à moitié honteuse de sa course? Plus tard, chez l'épicier, Miss Marple entendit d'autres contradictions. Madame Bellamy avait confié à une voisine qu'elle se couchait à 10h30 et à une autre qu'elle était restée éveillée jusqu'à près de minuit à lire des lettres. De telles petites erreurs échappent rarement à Jane Marple, et lorsque Madame Talbot elle-même apparut au magasin, la voix vive et défensive, elle affirma avoir passé toute la soirée au lit. « J'ai à peine entendu le cri », affirma-t-elle. Mais Lucy avait déjà dit le contraire. La contradiction brillait aux yeux de Miss Marple aussi fort que la lumière du soleil sur une cuillère à café en argent. Cet après-midi-là,
l'inspecteur Graves se rend de nouveau chez les Bellamy, cette fois pour insister auprès de Madame Bellamy afin qu'elle puisse accéder au bureau. Mademoiselle Marple, qui tricotait dans son salon en face de la ruelle, vit le dos raide de l'inspecteur disparaître par la porte. Les minutes s'étirèrent jusqu'à presque 1 heure avant qu'il ne réapparaisse, le Sparach, visage ravagé. « Eh bien » appela M. Pritchard, toujours impatient. « La cause du décès reste incertaine, » rétorqua Graves. « Mais je peux vous dire que le bureau de M. Bellamy ne contient rien d'utile. Rien. » Il enfourcha son vélo et s'éloigna, irrité. Miss Marple le regarda partir, ses aiguilles à tricoter en l'air. Rien d'utile, en effet. Pourtant, elle avait déjà appris quelque chose sans même mettre les pieds à l'intérieur. Le refus de Madame Bellamy de laisser entrer les autres signifiait qu'il y avait quelque chose à cacher. On ne barrait les portes que lorsqu'on craignait que quelque chose ne soit vu. Ainsi, à la tombée du jour, le paisible petit village était loin d'être silencieux. Les ragots s'y déversent comme un flot incessant, chaque nouveau détail grossissant la marée. Une enveloppe étrange, une silhouette sans visage, une veuve aux déclarations changeantes et un nouveau venu dont l'alibi était déjà contesté. Miss Marple posa son tricot, joignit les mains et contempla le ciel qui s'assombrissait. Chaque fil du puzzle, elle le savait, finit par se nouer. Mais pour l'instant, il suffisait d'observer et de noter quel fil était délibérément coupé. Alors qu'elle se détournait de la fenêtre, un bruit faible résonna dans la verdure. Pas un cri cette fois, mais le claquement sec d'un verre brisé. Il provenait de la maison des Bellamy. Les villageois pourraient bien dormir cette nuit-là, mais Jane Marple savait que le schéma de ce mystère commençait seulement à se révéler. Le bruit des éclats de verre avait résonné dans la verdure, agitant les rideaux et attirant les regards vers les fenêtres à peine fermées pour la nuit. Quelques minutes plus tard, une poignée de villageois se tenait à nouveau dans l'allée devant la maison Bellamy, leurs lanternes flottant nerveusement dans l'obscurité. Miss Marple, bien que peu pressée ni troublée, enroula son châle autour de ses épaules et sortit. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que lorsqu'une perturbation se produisait 2 fois en autant de nuits, ce n'était pas une coïncidence. L'agent Hughes arriva peu après, l'air plus anxieux que sérieux, son casque de travers. « Reculez, vous, » ordonna-t-il d'une voix tremblante. « Je m'en occupe. » Des pas précipités retentirent de l'intérieur de la maison Bellamy, puis la porte s'ouvrit, révélant Madame Bellamy en personne. Ses cheveux étaient dénoués, son visage pâle et ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le chambranle. « Ce n'était rien, » dit-elle rapidement, avant même que quiconque ne pose la question. Juste un vase qui s'était détaché de la cheminée. La servante était maladroite. Miss Marple l'observait attentivement. Le regard de la femme allait et venait, évitant l'absence de l'inspecteur et le regard scrutateur des villageois. Ce n'était pas le ton d'une personne irritée par l'insouciance d'un domestique, mais celui d'une femme désireuse de dissiper les questions avant qu'elles ne surgissent. « Quelle cheminée, madame ?» demanda Hughes en cherchant son carnet. « Oh, celui du salon » répondit-elle un peu trop vite. « Ce n'était rien » dit-elle rapidement, avant même que quiconque ne pose la question. Juste un vase qui s'était détaché de la cheminée. La servante était maladroite. Miss Marple l'observait attentivement. Le regard de la femme allait et venait, évitant l'absence de l'inspecteur et le regard scrutateur des villageois. Ce n'était pas le ton d'une personne irritée par l'insouciance d'un domestique, mais celui d'une femme désireuse de dissiper les questions avant qu'elles ne surgissent. « Quelle cheminée, madame ?» demanda Hughes en cherchant son carnet. « Oh, celui du salon ?» répondit-elle un peu trop vite. La femme de chambre avait mal épousseté. « Il est tard. Je vous en prie, rentrez tous chez vous. » Elle essaya de fermer la porte, mais Hughes lui tendit la main. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, je devrais vérifier les lieux. Procédure. »« Ce n'est pas nécessaire, dit-elle sèchement,
la voix brisée. Du fond de la foule parvint le murmure de Madame Bantry. « Les vases ne sautent pas d'eux-mêmes des cheminées. »« Chut !» murmura Miss Marple à côté d'elle. Mais son esprit raisonnait de la même façon. Finalement, Hughes insista et entra. La foule attendit dans un silence gêné qu'il réapparaisse, tenant le prétendu pot. Un morceau de verre délicat, certes brisé. Pourtant, dans son autre main, il tenait autre chose, un éclat plus gros et plus tranchant que les autres, légèrement taché d'une marque plus foncée. Femme de chambre avait mal épousseté. « Il est tard. Je vous en prie, rentrez tous chez vous. » Elle essaya de fermer la porte, mais Hughes lui tendit la main. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, je devrais vérifier les lieux. Procédure. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle sèchement, la voix brisée. Du fond de la foule parvint le murmure de Madame Bantry. « Les vases ne sautent pas d'eux-mêmes des cheminées. »« Chut !» murmura Miss Marple à côté d'elle. Mais son esprit raisonnait de la même façon. Finalement, Hughes insista et entra. La foule attendit dans un silence gêné qu'il réapparaisse, tenant le prétendu pot. Un morceau de verre délicat, certes brisé. Pourtant, dans son autre main, il tenait autre chose, un éclat plus gros et plus tranchant que les autres, légèrement taché d'une marque plus foncée. « On dirait du sang, » murmura-t-il. Madame Bellamy blêmit. « Ne soyez pas ridicule, » rétorqua-t-elle. « La servante s'est coupée en le débarrassant, c'est tout. » Mais Miss Marple remarqua que la servante, debout timidement dans l'escalier, serrait ses mains l'une contre l'autre sans une égratignure. Une autre petite contradiction à ajouter au schéma. Alors que la foule retournait à contre-cœur vers ses maisons, les spéculations reprennent leur cours sous forme de murmures urgents. « Encore un accident, hein ?» murmura M. Pritchard à qui voulait l'entendre. « D'abord des horloges sans aiguille, maintenant des vases qui se cassent. Écoutez, il y a plus que ça. »« Et avez-vous vu le visage de Madame Bellamy ?» ajouta Madame Kenworthy. Elle semblait sur le point de s'évanouir. Miss Marple retourna à son cottage d'un pas lent et posé. Elle comprenait le danger de tirer des conclusions hâtives, mais l'énigme devenait chaque jour plus complexe. 2 horloges sans aiguille, une enveloppe étrange, un cri dans la nuit, et maintenant du verre brisé avec une infime trace de sang. Chaque indice pouvait être écarté isolément, mais ensemble, ils commençaient à former un schéma. Elle était assise près du feu, ses aiguilles à tricoter cliquant doucement, le regard pensif. Ce qui la troublait le plus n'était pas le verre brisé en lui-même, mais l'empressement de Madame Bellamy à l'expliquer. Une veuve déjà soupçonnée devrait s'accrocher à la transparence. Au lieu de cela, elle se cachait dans des demi-vérités, et les demi-vérités étaient bien plus lourdes que les mensonges. Pendant ce temps, le village ne dormait pas profondément. Les bougies brûlaient tard dans les chaumières, tandis que les voisins se penchaient, voix étouffée mais enthousiastes. Certains soupçonnaient la veuve, d'autres chuchotaient à propos de lettres étrangères et d'inconnus mystérieux. Et pourtant, comme Miss Marple le savait trop bien, les murmures les plus forts couvraient souvent les vérités plus discrètes. Lorsque le premier oiseau chanta dans les haies, Sainte Mildred était devenue un lieu de malaise. Miss Marple, tirant les rideaux vers l'aube, se dit que tôt ou tard, celui qui avait déclenché cette chaîne d'événements serait contraint de se dévoiler. On ne pouvait pas cacher éternellement des éclats de verre. La journée à venir promettait une confrontation, car l'inspecteur Graves avait juré de revenir. Et lorsqu'il serait là, Miss Marple était certaine qu'un autre masque tomberait, révélant quelque chose de bien plus révélateur qu'un vase brisé. Le lendemain matin, tandis que les cloches de l'église Sainte Mildred sonnaient l'heure, l'inspecteur Graves retourna à la résidence Bellamy avec une détermination qui fit vibrer le village. Son vélo était fermement appuyé contre le portail du jardin, et il frappa à la porte d'entrée avec une autorité que même Madame Bellamy ne put ignorer. De son point de vue, de l'autre côté de la ruelle, Miss Marple leva les yeux de son tricot
et observa la scène avec un léger intérêt. Elle vit la veuve hésiter sur le seuil, sa silhouette pâle se détachant sur le couloir obscur avant qu'elle ne fasse finalement entrer l'inspecteur. La porte se referma rapidement, mais Miss Marple remarqua la tension dans les mains de Madame Bellamy qui serrait le cadre. Une demi-heure plus tard, l'inspecteur apparut, le visage plus sombre que les nuages de pluie qui s'amoncellent au-dessus des toits. Il s'arrêta sur la marche, prit une profonde inspiration, puis s'engagea dans le sentier. Un petit rassemblement s'était alors formé devant le mur du jardin, les villageois faisant semblant de vaquer à leurs occupations, les yeux fixés sur la maison. « Eh bien, inspecteur » appela M. Pritchard en faisant semblant d'ajuster son chapeau. « Des progrès » Grave s'arrêta, fixant l'homme d'un regard appuyé. « On ne progresse pas par des bavardages futiles, Monsieur Pritchard, mais par des faits. Et les faits, dit-il lentement, sont curieusement absents dans ce cas. » Miss Marple traversa alors le chemin, comme par hasard. « De telles difficultés surviennent dans les villages, inspecteur, » remarqua-t-elle gentiment. « Les faits sont un peu comme du linge étendu sur un fil. Tout le monde les voit, mais tout le monde ne voit pas le même vêtement. » Graves lui lança un regard ironique. « Peut-être avez-vous déjà vu quelque chose, Miss Marple? C'est fréquent. » Elle sourit faiblement. « J'ai remarqué que Madame Bellamy semblait peu disposée à discuter du verre brisé d'hier soir. C'est toujours intéressant, vous ne trouvez pas, quand les gens refusent de s'attarder sur l'ordinaire? » L'inspecteur l'observa encore un instant, puis murmura « Ordinaire ou pas, j'ai l'intention de fouiller ce bureau en profondeur. Protestation de la veuve ou non. » Sur ce, il enfourcha son vélo et se dirigea vers la gare, la mâchoire serrée. Dans l'après-midi, la nouvelle se répandit que l'inspecteur était revenu avec 2 agents et avait enfin pu entrer dans le bureau. Madame Bellamy avait été obligée de les laisser entrer, même si elle semblait au bord de l'évanouissement lorsque les hommes avaient emporté plusieurs cartons de papier. Les villageois, observant par les fenêtres, la virent se presser un mouchoir sur le visage, comme pour essuyer des larmes ou peut-être pour dissimuler quelque chose d'autre. Parmi les observateurs, Miss Marple remarqua Madame Talbot, la nouvelle venue, qui se tenait étrangement à l'écart des autres, le regard fixé non pas sur les agissements de l'inspecteur, mais sur la silhouette nerveuse de la femme de chambre dans l'embrasure de la porte. Lorsque Madame Talbot comprit qu'elle était observée, elle fit volte-face et s'éloigna. Dans le bureau, Graves ne trouva d'abord que peu de choses, des rangées de volumes juridiques, des dossiers de correspondance bien rangés et la pendule de voyage aux aiguilles manquantes. Mais dans le tiroir inférieur du bureau, glissée sous une liasse de vieux documents, se trouvait une lettre à moitié brûlée, les bords calcinés. L'inspecteur le montra à Madame Bellamy, dont le visage était décoloré. L'écriture était étrangère, délicate, et bien qu'une grande partie fût détruite, un seul mot restait clair. « Rendez-vous ». « Ça ne prouve rien, » dit sèchement Madame Bellamy en serrant son mouchoir. « Mon mari menait des affaires juridiques à l'étranger. Naturellement, il correspondait avec ses clients. »« Pourquoi brûler la lettre alors ?» demanda Graves à voix basse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucune réponse ne vint. Elle se contenta de secouer la tête, répétant « Je ne sais pas ». Les villageois spéculèrent avec véhémence lorsque la nouvelle de la lettre est divulguée, car les fuites en pareille matière sont inévitables. Madame Kenworthy affirma qu'il s'agissait de la preuve d'une maîtresse à l'étranger, tandis que M. Pritchard murmura qu'il s'agissait de transactions commerciales secrètes. Pourtant, tous s'accordèrent sur un point. Le comportement de Madame Bellamy devenait de plus en plus suspect d'heure en heure. Miss Marple, cependant, se souciait moins du contenu de la lettre que de son état. Un homme aussi précis que M. Bellamy n'aurait pas laissé un mot à moitié brûlé. Quelqu'un d'autre avait donc interrompu la tâche ou voulu créer une impression de secret sans l'achever. Ce soir-là, tandis que Miss Marple sirotait son thé, elle se posa la question qu'elle se posait toujours en pareil cas, à qui profitait la confusion.
La veuve ne gagnait rien à éveiller les soupçons. La servante, nerveuse et agitée, semblait peu susceptible de posséder l'audace requise. Madame Talbot, en revanche, avait déjà donné une fausse version de ses faits et gestes. La réponse n'était pas encore claire, mais les fils se resserrent. Le vase brisé, l'enveloppe étrange, la silhouette sans visage, et maintenant une lettre à moitié brûlée avec la promesse d'un rendez-vous, chaque morceau tirait les autres, formant une toile dans laquelle un menteur imprudent allait bientôt s'empêtrer. Miss Marple se renversa dans son fauteuil et posa sa tasse avec un calme irrévocable. Demain apportera de nouvelles révélations, car l'inspecteur Graves avait ordonné que chaque domestique et voisin proche soit interrogé tour à tour. Et comme elle le savait bien, un village interrogé est un village qui commence à trahir ses secrets. Dehors, le vent agitait les arbres, faisant trembler les volets de la maison des Bellamy. Derrière ses fenêtres closes, Miss Marple en était certaine, quelqu'un veillait ce soir, effrayé non pas par des fantômes ou des silhouettes sans visage, mais par la vérité qui se rapprochait de plus en plus. L'inspecteur Graves tint parole. Le lendemain matin, il avait convoqué tous les domestiques de la maison Bellamy au salon pour interrogatoire. La nouvelle se répandit rapidement et, le moment venu, plusieurs villageois s'étaient excusés pour passer devant la maison, espérant recueillir des bribes de conversation entendues par hasard. Miss Marple, bien sûr, ne s'attardait pas près du portail comme M. Pritchard ou Mme Kenworthy, mais elle avait été discrètement invitée par Mme Bantry à prendre le thé de l'autre côté de la rue, où les fenêtres offraient une vue imprenable sur les allées et venues. La première à être interrogée fut Alice, la femme de ménage. C'était une jeune femme frêle, au regard anxieux et aux mains qui ne parvenaient pas à se reposer. La voix de Graves résonna de l'autre côté de la rue, d'un ton sévère et posé. « C'est vous qui avez découvert le corps de M. Bellamy » Alice hocha la tête d'une voix rauque. « Oui, monsieur. Je suis entré avec le thé du matin. Il était assis sur la chaise, mais il n'était pas bien. Avez-vous touché quelque chose dans le bureau ?»« Non, monsieur, rien du tout. J'ai laissé tomber le plateau et j'ai couru. » De son point de vue, Miss Marple remarqua que les lèvres de la servante tremblaient au moment même où elle répondait. Pourtant, lorsque Graves insista davantage, « Et qu'est-ce qui vous a fait crier à propos de l'horloge ?» Alice hésita, ses yeux se tournant vers la porte comme pour s'échapper. « Oh, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'avais peur. La peur révèle souvent la vérité, » répondit Graves sèchement. « Pourquoi as-tu dit l'horloge avant de mentionner le maître ?»« Je ne m'en souviens pas, » murmura Alice. « Vraiment, je ne m'en souviens pas. » Lorsqu'on la congédia, elle dévala les marches, le visage pâle, frôlant M. Pritchard qui faisait mine d'ajuster sa botte. Miss Marple sirotait son thé, pensive. Une jeune fille effrayée aurait pu trébucher sur son récit, mais la peur avait aussi cette curieuse façon de préserver la mémoire avec des arêtes vives. Si Alice parla de l'horloge la première, c'est parce qu'elle la frappait avec plus de force que la vue de la mort. Puis vint Madame Hughes, la cuisinière, une femme aux larges épaules et aux manières pragmatiques. Elle entra d'un pas de défi, son tablier fraîchement repassé. « Vous étiez dans la cuisine la nuit de la mort de M. Bellamy » demanda Graves. « Bien sûr. »« Où serais-je, sinon » rétorqua-t-elle. Elle préparait la charcuterie pour le lendemain. « Je n'ai rien entendu d'anormal. Avez-vous entendu des voix élevées ?»« Les voix portent dans une maison comme celle-là, » dit vivement Madame Hughes. « Ils se disputaient souvent, mais je ne prête pas attention aux disputes qui ne me concernent pas. » Miss Marple n'entendait pas toutes les réponses, mais elle remarqua l'inclinaison du menton de la cuisinière et la façon dont ses mains restaient fermement jointes, sans s'agiter comme celles de la servante. Une femme trop déterminée pour paraître imperturbable, pensa-t-elle, possédait souvent plus de connaissances qu'elle ne l'admettait.
Le troisième interlocuteur était le jardinier, le vieux Tom Briggs, qui entretenait le domaine de Bellamy depuis des décennies. Ses réponses étaient plus lentes, son chapeau se tordant nerveusement dans ses mains. « Je suis parti avant le coucher du soleil, monsieur. Je n'ai plus remis les pieds sur place après ça. Avez-vous remarqué quelqu'un sur le terrain les jours précédents » demanda Graves. « Eh bien, il y avait un étranger, autrefois, qui s'attardait près du portail. Il avait l'air étranger, si vous me permettez de le dire. Grand, avec un manteau sombre. Il demanda si c'était la maison des Bellamy, puis poursuivit son chemin. Ses manières ne lui plaisaient pas beaucoup. Graves se pencha brusquement en avant. Quand était-ce? Quelques jours avant le décès du maître, je n'y avais pas prêté attention, jusqu'à maintenant. Cela, bien sûr, embrasa tout le village dans l'après-midi. Un inconnu près de la maison, des lettres étrangères et une veuve refusant l'entrée du bureau alimentèrent les histoires les plus folles. Certains jurent que l'homme devait être la silhouette sans visage que Lucy Kenworthy prétendait avoir aperçue dans le cimetière. D'autres murmuraient des histoires de contrebandiers, d'espions et de dettes longtemps cachées. Miss Marple, cependant, comparait chaque récit aux simples vérités qu'elle avait observées. L'histoire du jardinier avait l'air franche et honnête, mais les hommes ordinaires pouvaient en se tromper. Un étranger d'apparence étrangère était tout aussi souvent un voisin aperçu à la lueur d'une lanterne. La dernière servante appelée était Émilie, une jeune fille discrète qui venait tous les jours laver le linge. Elle paraissait à peine plus de 17 ans, avec ses mains pâles et irritées par le savon. « Vous n'étiez pas présent à la maison le soir de la mort de M. Bellamy » demanda Graves. « Non, monsieur. Seulement le matin, pour récupérer le linge. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel » Émilie se mordit la lèvre. Seule Madame Bellamy semblait vexée. « Elle me dit de faire vite, qu'elle attendait une lettre. »« Une lettre ?» Le ton de Graves s'édurcit. « De qui ?»« Elle ne l'a pas dit, monsieur. Elle m'a juste dit que c'était important et que je ne devais pas traîner. » Miss Marple posa sa tasse de thé, car le détail faisait écho à la lettre à moitié brûlée trouvée dans le bureau. Madame Bellamy s'attendait donc à une correspondance, et à en juger par son attitude, elle n'était pas la bienvenue. À la fin de l'interrogatoire, l'atmosphère à Saint Mildred était chargée de spéculations. Pourtant, au lieu d'apporter de la clarté, les témoignages laissaient une trace confuse. Alice parla d'une horloge qu'elle ne pouvait expliquer. Madame Hughes admit des disputes, mais les ignora. Tom Briggs fit état d'un inconnu, et Émilie confirma une lettre mystérieuse. Chacun indiquait une direction différente, et tous ensemble, ils formaient plus de fumée que de feu. Miss Marple, rentrant chez elle dans la lumière de fin d'après-midi, réfléchissait tranquillement. Dans tous les villages qu'elle avait connus, les domestiques observaient bien plus que ce que croyaient leurs employeurs, mais leurs histoires n'étaient que des fragments, des pièces d'un puzzle que personne ne pouvait voir dans son ensemble. Elle s'arrêta devant le portail de son jardin, son regard se portant vers la maison Bellamy, où les rideaux étaient toujours tirés. Des secrets étaient encore enfermés entre ces murs. Et comme Miss Marple le savait si bien, les secrets avaient tendance à se propager jusqu'à briser la vitre. En entrant, une pensée lui traversa l'esprit avec une certitude tranquille. La vérité n'était plus très loin. Un mensonge de plus, une contradiction inconsidérée de plus, et le tableau tout entier se révélerait. Et tandis qu'elle tirait ses rideaux, elle entendit des pas précipités sur les pavés. Quelqu'un traversait le village à toute vitesse, un bout de papier à la main. Une autre lettre était arrivée, et au matin, tout Saint Mildred serait au courant. Le lendemain matin, le village était à nouveau en effervescence, car la nouvelle s'était répandue qu'une autre lettre était arrivée à la résidence Bellamy. Cette fois, c'était le facteur lui-même qui était à l'origine des ragots. Ce n'était pas un homme bavard, mais à la fin de sa tournée, il avait déjà mentionné l'étrange enveloppe à pas moins de 3 foyers. Cela venait encore de l'étranger, dit-il à Madame Bantry,
avec une importance solennelle. « Tamponné à Paris, c'est clair. » Et Madame Bellamy a failli me l'arracher des mains avant que j'aie le temps de le noter dans mon carnet. Elle était bien secouée, je vous le dis. En milieu de matinée, la moitié du village était au courant et les spéculations allaient bon train. Était-ce du même correspondant dont la lettre à moitié brûlée avait été retrouvée dans le bureau de M. Bellamy? Et pourquoi Madame Bellamy la gardait-elle si jalousement? Miss Marple entendit l'histoire lorsque Madame Bantry elle-même arriva en courant à la porte de son jardin, les joues roses d'excitation. « Ma chère Jane, imaginez-vous, encore une lettre étrangère. La veuve pourrait tout aussi bien accrocher une pancarte au-dessus de sa porte, nous invitant tous à la soupçonner. » Les aiguilles de Miss Marple cliquent sans cesse. On se trahit souvent, Dolly, non pas parce qu'on dit, mais parce qu'on veut cacher. Peu de temps après, l'inspecteur Graves se présenta à nouveau. De la fenêtre de son salon, Miss Marple l'observa, debout sur le pas de la porte des Bellamy, l'air sec. Madame Bellamy, toujours pâle et tremblante, serrait l'enveloppe d'une main, refusant de la lui lâcher. Un bref échange houleux s'engagea. Finalement, Graves prit la lettre d'un geste ferme, tandis que la veuve se détournait brusquement, les épaules voûtées, vaincue. Plus tard dans la journée, comme prévu, des fragments de son contenu parvinrent aux oreilles des villageois. Graves ne l'avait pas encore révélé officiellement, mais les serviteurs en parlent, et leurs amis encore plus. La lettre, disait-on, était brève et anonyme. Une seule phrase, mais suffisante pour susciter d'innombrables conjectures. « Le moment est venu. » Madame Kenworthy répéta la phrase à voix basse chez l'épicier. « Le moment est venu. Cela ne ressemble-t-il pas à une menace? Ou à un signal? Ah, peut-être. Ça a l'air absurde, marmonna M. Pritchard, mais une absurdité pleine de malice. Croyez-moi, celui qui a écrit ça savait ce qui était arrivé au pauvre Bellamy. » Miss Marple, debout silencieusement près des pots de sucre d'orge, réfléchissait à la phrase. Le temps est venu. Cela pouvait être une menace, un avertissement ou une déclaration, mais c'était certainement délibéré. Et à la lumière des horloges sans aiguille, ces mots avaient un étrange écho. Que serait le temps, après tout, sans sa mesure? Ce soir-là, l'inspecteur Graves s'arrêta au cottage de Miss Marple. D'un air vif, il ne déclina pas le thé qu'elle lui offrit. « Tu as déjà entendu, je suppose. »« La moitié du village est déjà au courant, » dit-il d'un ton sombre. « J'ai entendu des murmures, » admit-elle. « Et ces murmures s'améliorent rarement à force d'être racontés. »« C'est une énigme, » murmura Graves. « Un homme mort, une veuve évasive, des lettres de l'étranger et aucune preuve tangible. Pensez-vous que la lettre soit authentique, Miss Marple? Ou un piège? » Elle posa doucement sa tasse. « Quand on veut effrayer, on emploie des mots forts. Quand on veut cacher, on utilise le silence. » Cette expression me semble plus destinée à perturber qu'à informer. « Alors, vous croyez que quelqu'un du coin l'a envoyé pour entretenir les soupçons? »« Pas forcément, » dit-elle doucement. « Mais je crois que c'était pour être vu. Les lettres qui arrivent à la table du petit déjeuner restent rarement privées dans des villages comme le nôtre. » Grave fronça les sourcils et griffonna un mot. La veuve devient chaque jour plus méfiante. Pourtant, je ne parviens toujours pas à trouver le lien entre les horloges, le verre et ces lettres. Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles cliquetant à nouveau. Les connexions, inspecteur, sont comme du lierre sur un mur. Elles rampent doucement jusqu'à ce que soudain, on découvre toute la structure recouverte. Il faut attendre que les fils se manifestent là où ils s'accrochent. Tandis que l'inspecteur partait, Miss Marple resta pensive. Elle avait vu Madame Bellamy serrer cette lettre contre elle, comme si elle lui brûlait les doigts. La peur se lisait clairement sur son visage. Pourtant, la peur pouvait être liée à bien des choses, et pas seulement à la culpabilité. Parfois,
C'était la peur de ce que d'autres pourraient découvrir, des secrets qui n'avaient rien à voir avec le meurtre, mais tout à voir avec la honte. Pourtant, la phrase persistait dans son esprit bien après la tombée de la nuit. Le temps est venu. Une phrase curieuse, audacieuse et simple. Et tandis qu'elle tirait ses rideaux, elle pensa que le moment était peut-être venu pour que la vérité affleure un peu plus à la surface. Le village, cependant, ne dormait pas tranquillement, car, tandis que la lettre suscitait les spéculations, une autre perturbation couvait déjà. Et le matin, les rues calmes de St. Mildred résonnèrent d'un nouveau choc. Le lendemain de l'arrivée de la lettre inquiétante, le ciel s'annonçait gris et incertain, comme si le ciel lui-même reflétait l'humeur du village. Le temps que le boulanger dépose ses pains à la fenêtre, la nouvelle s'était déjà répandue qu'il s'était à nouveau produit quelque chose chez les Bellamy. Miss Marple l'a entendu pour la première fois de la bouche de Lucy Kenworthy, qui est arrivée essoufflée à la porte de son jardin. « On dit que la servante est partie, Miss Marple, disparue dans la nuit. Alice a laissé sa malle à moitié pleine et ses chaussures près du lit, mais elle est introuvable. »« Disparue, dis-tu » répéta doucement Miss Marple, ses mains s'arrêtant de tricoter. « Des chaussures près du lit, la malle à moitié pleine, comme c'est curieux. On disparaît rarement sans ses chaussures, mon enfant. » Lorsque Miss Marple arriva à la résidence Bellamy, le tumulte régnait. L'inspecteur Graves se tenait dans le hall d'entrée, le visage exaspéré, tandis que Madame Bellamy serrait son mouchoir, affirmant n'avoir rien entendu jusqu'au matin. La cuisinière se tordait les mains dans la cuisine, déclarant savoir que la jeune fille était nerveuse, et Tom Briggs, le jardinier, murmurait qu'Alice avait toujours été capricieuse. Graves se retourna brusquement lorsque Miss Marple entra dans le hall. « Ce n'est pas le moment de rester sans rien faire, Miss Marple. Nous avons une servante disparue à retrouver. » Certes, elle accepta gentiment, mais il ne fallait pas négliger les petits détails. « A-t-elle pris un manteau, inspecteur ?»« Non, » grogna-t-il. « Son manteau est toujours accroché à sa patère. Alors, à moins qu'elle n'ait l'intention de faire une très courte promenade, elle ne partait pas de son plein gré, » dit Miss Marple, sa voix douce mais ferme. L'inspecteur fronça les sourcils, mais elle le vit quand même noter le point. Les spéculations ne tardèrent pas à s'enflammer. À midi, la verdure grouillait de rumeurs. Certains affirmaient qu'Alice s'était enfuie par crainte d'être accusée du meurtre. D'autres insistaient sur le fait qu'elle en savait trop et qu'on l'avait réduite au silence. Madame Talbot, la nouvelle venue, déclara avoir toujours trouvé la jeune fille louche. Pourtant, Miss Marple remarqua que, pressée de questions, Madame Talbot ne se souvenait d'aucun défaut précis d'Alice, seulement de vagues impressions. C'était, selon son expérience, le signe d'une personne soucieuse de détourner les soupçons. Pendant ce temps, Madame Buntree s'approchait précipitamment de Miss Marple, tout excitée. « Ma chère Jane, comprenez-vous ce que cela signifie? La servante devait être de mèche avec l'expéditeur des lettres. Sinon, pourquoi aurait-elle disparu dès le lendemain? » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Peut-être. Mais parfois, les gens disparaissent non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils ont peur d'être considérés comme coupables. Pourtant, elle-même ne pouvait ignorer la coïncidence. Une fille qui criait à propos de l'horloge, qui hésitait sous les questions et qui en savait peut-être plus qu'elle n'osait le dire, soudainement disparut. C'était une disparition trop nette. Cet après-midi-là, Graves organisa une inspection des champs environnants. Les villageois se joignirent à eux, munis de lanternes, ratissant les haies et appelant la servante. Miss Marple, bien qu'elle ne parcourait pas les champs elle-même, marchait lentement le long des chemins, son œil perçant remarquant les petits signes que d'autres ignoraient. Près du portail du cimetière, elle s'arrêta pour examiner le sol. La terre était humide de la pluie de la nuit, mais on y percevait de faibles traces de pas précipités de deux groupes. Ils semblaient, l'un plus léger, l'autre plus lourd, serrés l'un contre l'autre. De retour au green,
Elle trouva Graves rouge de frustration. Rien. Aucune trace d'elle. « Oh, mais vous avez trouvé quelque chose, » dit gentiment Miss Marple. « Mais peut-être ne l'avez-vous pas encore remarqué. » Elle lui a parlé des empreintes près du cimetière. 2 séries, inspecteur, ce qui suggère qu'elle n'était pas seule en partant. Graves fronça les sourcils et écrivit rapidement dans son carnet. « Tu crois qu'elle a été enlevée? Je crois que Miss Marple a dit qu'elle n'avait aucune intention de partir, et que quelqu'un a pris grand soin de s'assurer qu'elle le fasse. » À l'approche du soir, les recherches furent interrompues, mais le village resta agité. Les lampes brûlaient tard, les ombres se déplaçaient aux fenêtres des chaumières et chaque craquement du vent était perçu comme un possible pas. Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, son tricot posé sur ses genoux. Elle n'avait encore aucune certitude quant au sort de la servante, mais elle savait avec une clarté croissante que la toile se resserrait. Quelqu'un à Sainte Mildred était désespéré, craintif et prêt à agir à nouveau pour protéger son secret. Et lorsque l'horloge de l'église sonna 10 heures, l'ironie ne lui échappa pas. Car, dans ce mystère entouré d'horloges sans aiguille, le temps lui-même semblait s'écouler. Au lendemain de la disparition d'Alice, Sainte Mildred ne ressemblait plus au lieu paisible qu'elle était une semaine auparavant. Le village était empreint de suspicion et la gentillesse familière des voisins céda la place à des regards acérés, des salutations réservées et des accusations murmurées. Au bureau de poste, on entendit Mme Kenworthy déclarer qu'Alice était coupable depuis le début. « Croyez-moi, elle l'a empoisonnée et s'est enfuie. Sinon, pourquoi disparaître sans ses chaussures ?» Mademoiselle Cartwright s'y opposait avec véhémence. N'importe quoi, la fille était terrifiée. Je dis qu'elle a été chassée par les menaces. Quelqu'un voulait la faire partir. Dans l'épicerie, les voix s'élevaient par-dessus le cliquetis des balances. M. Pritchard affirme que la veuve elle-même était derrière tout cela, soulignant qu'elle s'était disputée avec son mari. D'autres affirmaient que c'était le mystérieux inconnu mentionné par le jardinier. Certains chuchotaient même à propos de Madame Talbot, la nouvelle venue, dont les courses nocturnes avec Lucy Penworthy semblaient désormais suspectes. Miss Marple écoutait sans interruption, ses 12 yeux bleus scrutant chaque contradiction. Les villageois se disputaient rarement avec autant d'acharnement, sauf si la vérité était sur le point d'être découverte. La peur aiguisait leur langue, et la culpabilité, qu'elle soit de crime ou de complicité, les rendait imprudents dans leurs propos. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves organisa une brève réunion devant la maison des Bellamy. « Cette division parmi vous ne sert à rien, » déclara-t-il à la foule rassemblée. « Nous retrouverons Alice, et nous découvrirons la vérité sur la mort de M. Bellamy. Mais je vous préviens que ceux qui répandent des rumeurs malveillantes pourraient se retrouver à répondre à des questions sous serment. » Ces paroles calmèrent le groupe un instant, mais dès qu'il partit, les chuchotements reprirent, plus féroces qu'auparavant. Madame Talbot, en particulier, se retrouva sous le regard scrutateur. Lucie, pâle et nerveuse, admit être allée chez Madame Talbot la nuit du cri, mais la chronologie se brouilla au fil des interrogatoires. Au début, Lucie affirma être partie avant 10 heures, puis avoua plus tard qu'il était peut-être plus proche de 11 heures. Miss Marple observait attentivement Lucie, qui racontait son histoire à Madame Bantry autour d'une tasse de thé. Les mains de la jeune fille se tordaient sur ses genoux et son regard se posait souvent sur la porte. Peur, certes, mais peur de quoi? De la silhouette sans visage qu'elle prétendait avoir vue ou de trahir une vérité qu'elle n'osait pas dire? Quand Miss Marple lui demanda gentiment pourquoi elle n'avait pas parlé plus tôt de l'heure exacte, Lucie rougit profondément. « Je ne pensais pas que cela avait d'importance, » murmura-t-elle. « Et Madame Talbot me dit que je ne devais absolument pas en parler. Elle disait que les gens ne feraient que bavarder. » Madame Bantry haleta de joie devant une telle révélation, mais Mademoiselle Marple se contenta d'acquiescer, classant soigneusement le détail.
L'influence de Madame Talbot sur la jeune fille était en effet curieuse, et la curiosité en de telles matières était rarement innocente. Le soir, le village était divisé en deux camps. L'un blâmait la veuve, pointant du doigt ses évasions et les lettres de l'étranger. Un autre blâmait Alice, dont l'absence soudaine était trop opportune. Un troisième murmurait au sujet de Madame Talbot, l'étrangère sans racine à Saint Mildred. Ce soir-là, dans son salon, Miss Marple réfléchissait tranquillement, tandis que le vent faisait vibrer les fenêtres. Les villages ressemblaient un peu à des disputes familiales, où les secrets restaient enfouis, et où, en cas de crise, les gens se retournaient les uns contre les autres avec férocité. C'est souvent dans ces retournements de situation que la vérité s'échappe sans que personne ne s'en aperçoive. Et de fait, la vérité avait déjà montré ses limites. L'absence d'Alice était soit une fuite, soit un enlèvement, deux éléments significatifs. L'alibi de Madame Talbot s'effiloche sous la pression, et Madame Bellamy s'accroche trop fermement à son secret. Chaque femme, pensa Miss Marple, tissait une histoire qui ne tenait pas debout. Alors qu'elle posait son tricot, elle entendit frapper doucement à sa porte. En l'ouvrant, elle trouva Lucie debout, pâle et tremblante. « Mademoiselle Marple, murmura la jeune fille, je dois vous dire quelque chose. Je crois avoir vu Alice hier soir, mais si j'en dis plus, je vais avoir de sérieux ennuis. » Miss Marple l'attira doucement à l'intérieur, son expression bienveillante, même si son cœur s'emballa. Le puzzle se resserrait, et le moindre fil commençait à se défaire. Lucie se tenait sur le seuil de la maison de Miss Marple, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. La lumière de la lampe projetait des ombres anxieuses sur son visage, et elle ressemblait plus à une enfant qu'à une jeune femme lorsqu'elle murmura « S'il vous plaît, puis-je entrer ?» Miss Marple la conduisit au coin du feu et l'installa dans le fauteuil avec une douceur qui la calma. Elle versa un peu de thé, que Lucie toucha à peine, et attendit que les tremblements de la jeune fille s'apaisent suffisamment pour qu'elle puisse parler. « Je ne voulais pas te cacher, » commença Lucie, les yeux rivés à la fenêtre, comme si elle craignait que quelqu'un écoute dehors. Mais Madame Talbot a dit que ça n'aurait aucun effet. Elle a dit que les gens parlaient et que je ne ferais qu'empirer les choses. Mais je ne peux plus supporter ça sur la conscience. « Prends ton temps, ma chère, » dit doucement Miss Marple, son tricot posé sur ses genoux. « Commence par le commencement. Raconte-moi ce que tu as vu. » Lucie déglutit difficilement. C'était la nuit où Alice avait disparu. J'avais du mal à dormir, alors je suis allé chercher de l'eau à la pompe dans le jardin. C'est alors que j'ai regardé par-dessus le pré. J'ai vu qu'elle s'était arrêtée, le souffle court. « Oui ?» demanda gentiment Miss Marple. « J'ai vu Alice, » murmura Lucie. Elle se dépêchait dans le chemin qui longeait le cimetière, et elle n'était pas seule. Un homme marchait à côté d'elle. Il portait quelque chose à la main, une petite valise ou un sac. Ils avancent rapidement, et Alice avait l'air... Oh, elle avait l'air effrayée. Elle tourna la tête, comme pour appeler, mais l'homme posa sa main sur son bras, et elle s'éloigna en silence. Miss Marple se pencha légèrement en avant, l'air pensif mais calme. « Et vous êtes bien sûr que c'était Alice ?»« Oui, » dit Lucie, la voix brisée. « Je la reconnaîtrai partout, mais je n'ai rien dit jusqu'à présent, car Madame Talbot m'a défendu. Elle a dit que les gens me prendraient pour une fantaisiste, que je pourrais me tromper dans l'obscurité. Elle m'a fait promettre de me taire. » Miss Marple tendit la main et tapota celle de la jeune fille. « Allons, allons, ma fille, tu as bien fait de me le dire maintenant. La vérité a toujours le don de se faire entendre, même si les autres tentent de la taire. As-tu vu le visage de cet homme ?» Lucie secoua la tête. Il portait un col haut et un chapeau baissé. Mais il était grand, plus grand qu'Alice, et il se déplaçait avec détermination. Pas comme un amant, Miss Marple, plutôt comme quelqu'un qui la prenait en charge. Les yeux de la vieille dame se plissèrent légèrement.
« Et cette petite affaire dont vous parliez, en êtes-vous bien sûr? » « Tout à fait sûr, » dit Lucie fermement. Je trouvais ça bizarre. Ce n'était pas celui d'Alice. Elle n'avait jamais eu ça. Miss Marple se rassit dans son fauteuil, son esprit rassemblant déjà les pièces du puzzle. Une fille effrayée, un homme grand, une valise transportée dans la nuit. Ce n'était pas une envolée romantique, mais quelque chose de bien plus troublant. Après le départ de Lucie, plus légère malgré son inquiétude, Miss Marple resta près du feu. Elle repensa aux détails curieux que Madame Talbot avait insisté auprès de Lucie pour qu'elle garde le silence. Pourquoi la nouvelle venue était-elle si déterminée à ignorer l'apparition de la jeune fille? Était-ce simplement pour la protéger du ridicule, ou y avait-il un motif plus personnel en jeu? Le lendemain, Miss Marple laissa l'histoire parvenir à l'inspecteur Graves, la présentant toutefois comme le témoignage de Lucie elle-même plutôt que comme son intervention. L'inspecteur l'accueillit avec un mélange d'exaspération et de soulagement. Alors, la servante a finalement été vue vivante, murmura-t-il en arpentant l'étroit bureau de Bellamy. Et en compagnie. Zut, ça complique encore les choses. C'est souvent dans les complications que se cache la vérité, inspecteur, dit doucement Miss Marple. Ne vous découragez pas. Soyez plutôt observateur. Grave fronça les sourcils. Observateur, certes, mais de quoi? Un homme grand avec un sac pouvait être n'importe qui, un commerçant, un notaire, voire un voyageur de passage. Les étrangers ne manquent pas ces jours-ci. Miss Marple ne le contredit pas, même si, au fond d'elle-même, elle pensait le contraire. Les étrangers passent rarement inaperçus dans un village comme St. Mildred. Non, l'homme que Lucie voyait était quelqu'un de plus proche, quelqu'un qui souhaitait apparaître comme un étranger dans l'obscurité. Ce soir-là, assise près de sa fenêtre, elle observait le village se diviser encore davantage. Certains s'accrochaient à l'idée qu'Alice avait fui de son plein gré, peut-être avec un amoureux. D'autres murmuraient qu'il s'agissait d'un enlèvement, d'un homme qui allait et venait sans être vu. Et pendant tout ce temps, Madame Talbot se déplaçait avec enthousiasme, parlant trop, riant trop vite, son regard cherchant constamment à savoir qui l'observait. Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles reprenant leur cliquetis régulier. Au fil de ces longues années, elle avait appris que la culpabilité était rarement silencieuse. Elle se manifestait par des explications hâtives, des contradictions et des tentatives nerveuses de faire taire les autres. Très bientôt, pensa-t-elle, quelqu'un à St. Mildred dira un mot de trop, et, ce faisant, toute la vérité éclatera. Le lendemain de la confession de Lucie, St. Mildred semblait encore plus perturbée qu'avant. La disparition de la servante pesait lourdement sur les villageois, et l'étrange phrase de la lettre étrangère résonnait encore dans toutes les conversations. Mais ce n'était pas seulement la peur qui régnait, c'était la suspicion, vive et amère, qui dressait les voisins les uns contre les autres. Chez l'épicier, les voix s'entrechoquèrent. Madame Kenworthy déclara qu'Alice avait été aperçue vivante dans le chemin et qu'elle avait donc dû fuir avec un amant secret. « Quelle honte !» s'écria-t-elle, d'abandonner son poste alors que son maître était à peine enterré. Mademoiselle Cartwright rétorqua sèchement que ce n'était pas le cas, qu'Alice avait été enlevée contre son gré et que toute cette affaire sentait le crime. Miss Marple, attendant patiemment qu'on lui serve un petit sac de farine, écoute sans en avoir l'air. Elle observa Madame Talbot s'exprimer un peu trop vite, le rire cassant en disant « Eh bien, quel que soit cet homme, Alice l'a accompagné, n'est-ce pas ?» C'est clair. La remarque fut accueillie par un silence, et même M. Pritchard fronça les sourcils. Car Lucie avait décrit Alice avec prudence. Sa peur était évidente, et pourtant Madame Talbot parlait comme si elle l'avait vue de ses propres yeux. C'était un petit lapsus, mais Miss Marple l'a noté. Elle avait toujours pensé que les gens, pressés de trop près ou désireux de paraître instruits, en révélaient plus qu'ils ne le souhaitaient. Plus tard ce même jour,
l'inspecteur Graves descendit High Street d'un pas décidé, l'air plus sombre que jamais. Il avait de nouveau interrogé Madame Bellamy, et ses réponses étaient devenues de plus en plus contradictoires. Elle affirma d'abord s'être couchée tôt la nuit du décès de son mari. Puis, se rappelant le témoignage de la femme de chambre, elle modifia sa version, affirmant qu'elle était éveillée, mais qu'elle lisait des lettres. Laquelle de ces deux versions était-ce? Miss Marple rencontra l'inspecteur à l'extérieur de l'auberge, où il s'arrêta pour consulter son carnet. « Vous avez l'air troublé, inspecteur, » dit-elle doucement. Il émit un petit rire. « Troublé, en effet. J'ai une veuve qui refuse de se fier à une seule histoire, une servante qui disparaît dans la nature et un village déterminé à me fournir des suspects par dizaines. Dites-moi, Miss Marple, comment distinguer la vérité de la fiction dans un tel endroit? » Elle le regarda avec bienveillance. « Oh, mais la vérité ne disparaît pas, inspecteur. Elle attend patiemment d'être remarquée. Les mensonges, en revanche, sont des choses incessantes. Ils se contredisent jusqu'à ce qu'ils finissent par se trahir. » Comme pour confirmer ces dires, Madame Talbot apparut à cet instant précis, sortant vivement du bureau de poste. Elle les salua tous deux d'un sourire qui semblait répéter. « Inspecteur, Miss Marple, des progrès? J'espère sincèrement que cette terrible affaire sera bientôt réglée. Le village est inquiet. Vous ne trouvez pas? » Grave grogna. « Mal à l'aise est un mot pour le décrire. » Madame Talbot rit légèrement. « Au moins, nous savons qu'Alice est partie de son plein gré. Après tout, elle a été vue avec un homme. » « Aucun doute. » Miss Marple pencha la tête. « Pardonnez-moi, ma chère, mais comment pouvez-vous en être si certaine? » Lucy était la seule à avoir été témoin d'une telle chose, et elle parla avec hésitation. Il serait sûrement plus sage d'attendre avant de tirer des conclusions. Pendant un instant, Madame Talbot hésita. Un éclair traversa son visage, comme si elle réalisait qu'elle avait parlé trop vite. Puis elle reprit ses esprits et dit « Oh, mais tout le monde le répète, n'est-ce pas? Je pensais simplement à ce qui a été dit. » Mais Miss Marple avait perçu cette hésitation, signe révélateur d'une femme se démenant pour couvrir son slip. Le soir venu, les rumeurs s'étaient encore intensifiées. Certains commencèrent à interroger Madame Talbot plus ouvertement. Pourquoi avait-elle empêché Lucy de parler plus tôt? Pourquoi était-elle toujours si prompte à orienter l'histoire? La place de l'étranger au village n'avait jamais été assurée, et maintenant, sous le coup de la suspicion, elle devenait précaire. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, observant les ombres se déplacer sur la verdure. Ses aiguilles cliquaient sans cesse, mais son esprit travaillait plus vite que ses mains. Madame Talbot en avait trop révélé, bien trop tôt. Si elle n'était pas directement impliquée, alors elle en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et à Sainte Mildred, savoir était souvent aussi dangereux que la culpabilité. Alors que la cloche de l'église sonnait 9 heures, on frappa soudain à la porte de Miss Marple. Lorsqu'elle ouvrit, l'inspecteur Graves se tenait là, le visage tiré. « Il y a eu un autre incident, » dit-il d'un ton sombre. « On a trouvé quelque chose dans le cimetière. Vous feriez mieux de venir immédiatement. » Miss Marple attrapa son châle, le cœur battant. Le patron était presque terminé, et bientôt les derniers fils apparaîtraient. La nuit était âcre, imprégnée d'une odeur de terre humide et d'if, tandis que Miss Marple suivait l'inspecteur Graves à travers la verdure. Un petit groupe de villageois s'était déjà rassemblé devant le portail du cimetière, leurs lanternes projetant de longues ombres agitées sur les pierres. M. Pritchard se tenait debout, le cou tendu, Mme Kenworthy serrait son châle, et Lucy Kenworthy se tenait à l'arrière, pâle et les yeux écarquillés. À l'intérieur du portail, l'agent Hughes attendait, l'air mal à l'aise. À ses pieds se trouvait un petit objet enveloppé dans un tissu. Lorsque l'inspecteur souleva la lanterne, les spectateurs restèrent bouche bée. C'était un petit étui en cuir,
aux bords éraflés, exactement ce que Lucy avait décrit avoir vu dans la main de l'homme lorsqu'Alice avait disparu. « Où l'a-t-on trouvé » demanda Graves d'un ton sec. « Juste ici, monsieur, » répondit Hughes en désignant une parcelle de terre derrière la parcelle familiale Bellamy. « À moitié enfouie sous les feuilles, j'ai failli trébucher dessus. » L'inspecteur s'accroupit et ouvrit la mallette avec précaution. À l'intérieur se trouvaient quelques effets personnels, un mouchoir, un bout de papier arraché à une feuille plus grande et surtout un médaillon en argent dont la chaîne était brisée. Le cadran du médaillon portait les initiales A, B, Alice Bellamy, murmura M. Pritchard à voix haute. Ne soyez pas bête, siffla Mme Kenworthy. La servante s'appelait Alice, pas Bellamy. Mais Miss Marple, observant attentivement, vit Mme Bellamy elle-même se balancer de manière instable, son visage se décolorant lorsqu'elle aperçut le médaillon. Graves se redressa. Ceci appartient à la servante, sans aucun doute. Elle a dû le laisser tomber dans sa lutte, ou, dit doucement Miss Marple, il a été placé ici pour nous faire penser cela. L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il a été planté délibérément ?»« Peut-être, » répondit Miss Marple avec douceur. « Objet laissé à la vue de tous raconte souvent une histoire, mais pas toujours celle qu'on attend. » Lucy s'avança alors, la voix tremblante. « C'est bien ce que j'ai vu, j'en suis sûre. » L'homme le portait exactement comme ça. Elle jeta un regard nerveux à Madame Talbot, dont les lèvres étaient serrées. Miss Marple remarqua que la nouvelle venue serrait son châle si fort que ses jointures étaient à blanche. Grave ordonna que la valise soit ramenée au poste, mais les villageois ne se contentèrent pas de si peu. Ils se rapprochaient en chuchotant à tue-tête. Certains affirmèrent que c'était la preuve qu'Alice avait été enlevée de force. D'autres murmurèrent qu'elle avait eu l'intention de fuir et que la valise témoignait de sa préparation. Miss Marple ne dit rien de plus, mais ses yeux suivent Madame Bellamy, tandis que la veuve s'éloigne du cimetière d'un pas hésitant. Ce regard pâle et accablé devant le médaillon ne lui avait pas échappé. Le silence de la veuve ne se limitait pas à la crainte des ragots. Plus tard dans la soirée, une fois les villageois partis, Miss Marple s'attarda près du portail. Le sol où la mallette avait été retrouvée ne portait aucune trace de lutte. Les feuilles avaient été déplacées, certes, mais avec soin, comme balayées plutôt que piétinées. Quelqu'un avait soigneusement placé la mallette, s'assurant qu'elle serait retrouvée. Cette pensée la troublait. Si la servante avait été enlevée, pourquoi laisser ses affaires derrière elle? À moins que le responsable ne veuille suggérer sa présence ici et détourner les soupçons. De retour dans sa chaumière, Miss Marple repensa à l'enchaînement des événements. Une horloge sans aiguille, une lettre à moitié brûlée, un cri dans la nuit, un vase brisé, et maintenant un écrin planté contenant un médaillon. Chaque pièce était comme la couture d'un patron, et elle en avait presque assez pour en voir l'ensemble. Pourtant, le village allait s'éveiller au petit matin, sous le coup de nouvelles rumeurs. Certains pointent du doigt la veuve, d'autres Alice elle-même, et plus encore Madame Talbot, qui semblait toujours en savoir trop. Mais Miss Marple songea au regard effrayé de Lucy et au visage accablé de la veuve, et elle comprit que le cœur de la vérité n'était plus très loin. Alors qu'elle posait son tricot et éteignait la lampe, elle murmura « Le moment est venu ». Les mots mêmes de la lettre résonnèrent dans son esprit. Et pour la première fois, elle est certaine qu'avant longtemps, le meurtrier se révélerait non par la violence, mais par une simple erreur d'inattention. Le lendemain matin, Saint Mildred semblait au bord de la tempête. La découverte de la mallette dans le cimetière avait encore plus divisé le village. Certains insistaient sur le fait que c'était la preuve qu'Alice avait été forcée de fuir. D'autres affirmaient que cela signifiait qu'elle avait planifié sa fuite. Et dans chaque salon et boutique, la même phrase résonnait avec effroi et curiosité. Le moment est venu. L'inspecteur Graves
bien que déterminé, paraissait de plus en plus las à chaque heure qui passait. Il allait de maison en maison, posant des questions sans cesse renouvelées, son carnet étant désormais chargé de contradictions. Mais plus il posait de questions, plus les histoires changeaient, comme si la vérité elle-même lui échappait. Pendant ce temps, Miss Marple était assise tranquillement avec Madame Bantry au salon de thé, écoutant les villageois voisins se disputer au sujet de la dernière découverte. « C'est clair, » déclara M. Pritchard à haute voix. « La servante a trahi son maître et s'est enfuie avec son complice. »« N'importe quoi, » rétorqua Mademoiselle Cartwright. « Elle a été enlevée contre son gré. Quelle fille laisse ses chaussures derrière elle si elle veut s'enfuir? Elle les a laissées tomber, j'imagine, » rétorqua Pritchard. « Ou peut-être que son ravisseur l'a emportée précipitamment. » Madame Talbot était assise à une table proche, le dos raide, sa tasse intacte. Lorsque Madame Penworthy se pencha pour lui demander son avis, elle répondit avec un rire forcé. « Je ne comprends pas pourquoi nous perdons autant de temps avec une fille stupide. La vérité est évidente pour quiconque veut la voir. »« Et quelle est donc cette vérité ?» insista Kenworthy. Madame Talbot déclara sèchement que M. Bellamy avait des ennemis à l'étranger. Ses lettres le prouvent. Pourquoi se tourner vers le village quand la réponse est ailleurs? Miss Marple, sirotant son thé, remarqua la façon dont Lucy Kenworthy baissait les yeux, les mains tremblantes. Visiblement, la jeune fille était encore sous l'influence de Madame Talbot, craignant de la contredire. Mais plus Madame Talbot parlait, plus sa voix devenait cassante, comme si elle pesait trop de mensonges à la fois. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves convoqua une réunion à la salle paroissiale, espérant apaiser le village par des paroles fermes. La salle se remplit rapidement, l'air lourd d'attente. Miss Marple était assise discrètement au fond, son tricot sur les genoux, le regard perçant. Grave se tenait devant, la voix posée. « Nous avons un décès, une disparition et des lettres destinées à perturber. Mais nous ne devons pas laisser les soupçons monter nos voisins les uns contre les autres. Je trouverai la vérité. D'ici là, j'appelle à la retenue. » Un murmure parcourt la pièce. Madame Bellamy, pâle et silencieuse, était assise, les mains jointes. Elle avait peu parlé depuis la découverte du médaillon, mais Miss Marple remarqua son sursaut à chaque fois qu'on mentionnait les lettres. Alors M. Pritchard, qui n'était pas du genre à se taire, s'écria. « Et les horloges, inspecteur? Vous ne les avez pas expliquées. Quel homme garde des horloges sans aiguille, si ce n'est pour révéler un secret? Devons-nous croire que cela ne signifie rien? » La salle s'agita, pleine de malaise. Grave fronça les sourcils, visiblement irrité. « Les horloges sont étranges, certes, mais les étrangetés ne font pas un crime. » À ces mots, la voix de Madame Talbot s'éleva à travers la foule. Peut-être s'agissait-il d'un message. Peut-être M. Bellamy avait-il été prévenu bien avant nous. Et peut-être s'arrêta-t-elle brusquement, se mordant la lèvre, mais il était trop tard. Le silence retombe. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent un instant, puis s'immobilisèrent. Seuls ceux qui connaissaient déjà l'état particulier des horloges peuvent les considérer comme un message. Pourtant, Madame Talbot n'avait jamais mis les pieds dans le bureau de Bellamy. Comment pouvait-elle alors le savoir? Le silence s'alourdit dans le couloir. Madame Talbot se reprit rapidement, riant de sa remarque. « Je ne fais que répéter ce que d'autres ont dit, bien sûr. Ce n'est pas un secret. » Mais sa voix tremblait, et ses yeux se posèrent sur celui qui avait remarqué son erreur. Miss Marple le comprit, et Graves aussi. Il referma son carnet d'un coup sec et congédia l'assemblée, mais son regard s'attarda sur Madame Talbot, tandis que les villageois sortaient en chuchotant entre eux. Alors que la foule se dispersait, Madame Bantry se pencha vers Mademoiselle Marple. « Vous avez entendu ?» Elle avoua presque en savoir plus qu'elle ne le devrait. Miss Marple esquissa un léger sourire. « Oui, Dolly, et quand les gens en savent plus qu'ils ne devraient,
La vérité n'est jamais loin. Cette nuit-là, tandis que le vent hurlait autour des chaumières, la tempête éclata, non pas à cause du mauvais temps, mais de la suspicion. Le village avait basculé. Les murmures de culpabilité grondaient plus fort que jamais, et Miss Marple savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un ne tente désespérément de faire taire la vérité une fois pour toutes. Le village de St. Mildred était plongé dans un silence absolu sous un vent impétueux. Les rideaux étaient tirés tôt et les lampes vacillaient tard dans la nuit, tandis que les voisins chuchotaient au sujet de la réunion dans la salle paroissiale. La remarque inconsidérée de Madame Talbot au sujet des horloges s'était répandue comme une traînée de poudre. À présent, presque tout le monde s'accordait à dire qu'elle en savait plus qu'elle ne le devrait. Mais la suspicion est un poids dangereux, et lorsqu'elle est portée trop lourdement, elle pousse souvent le coupable à commettre des actes imprudents. Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec son tricot, gardait un œil sur la pelouse. Elle avait appris depuis longtemps que minuit était l'heure où les secrets s'éveillaient. En effet, juste avant que l'horloge de l'église ne sonne minuit, une ombre traversa rapidement la pelouse en direction de la maison Bellamy. Tirant son châle contre elle, Miss Marple se glissa silencieusement dans le chemin. Elle longea les haies d'un pas silencieux, tandis que la silhouette atteignait le portail Bellamy. Un léger grincement métallique suivit le bruit d'une clé hâtivement enfoncée. Le portail s'ouvrit brusquement et la silhouette disparut à l'intérieur. Quelques instants plus tard, un fracas violent retentit à l'intérieur de la maison. Les lumières s'allumèrent dans les maisons voisines. Des portes s'ouvrirent, des voix s'élevèrent, et St. Mildred s'enfonça à nouveau dans la nuit. L'inspecteur Graves arrive presque aussitôt, son manteau jeté à la hâte sur ses épaules. « Signifie tout cela ?» aboya-t-il en remontant le sentier à grandes enjambées. Miss Marple, calme comme toujours, désigna la fenêtre brisée du bureau. « Crois, inspecteur, que quelqu'un commence à avoir très peur. » Dans le bureau, la scène était révélatrice. Des papiers jonchaient le sol. Les tiroirs du bureau étaient ouverts brusquement. La pendule de voyage sans aiguille, si bien rangée auparavant, gisait maintenant brisée sur le tapis du foyer. Madame Bellamy, réveillée par le vacarme, se tenait tremblante dans l'embrasure de la porte, le visage blême. Et au centre de tout cela se tenait Madame Talbot, les mains couvertes de poussière, la respiration haletante et irrégulière. « J'ai entendu un bruit, » balbutia-t-elle. « Je suis venue voir. Avec la clé de la porte Bellamy. » Graves interviennent brusquement. Je l'ai trouvé. Je l'ai laissé tomber dans la ruelle. Les villageois, rassemblés dehors, murmuraient à voix basse. Personne ne la croyait. Grave fit signe aux gendarmes. « Emmenez-la au poste. » Nous lui ferons un récit complet. Tandis que l'agent emmenait Madame Talbot, elle jeta un coup d'œil vers Mademoiselle Marple, ses yeux étincelants d'une lueur mi-peur, mi-défi. Miss Marple lui rendit son regard avec un calme serein, son esprit pensant déjà à ce qu'elle avait vu. La destruction de l'horloge n'était pas due à la rage. Seul, c'était le désespoir. Quelqu'un avait cru que l'objet cachait plus qu'il ne révélait. Plus tard, alors que le calme revenait dans la verdure, Miss Marple s'attarda près de la fenêtre brisée. Les éclats brillaient faiblement au clair de lune, et parmi eux se trouvait un morceau de papier plié, détaché du boîtier creux de l'horloge. Elle se pencha et le récupéra délicatement. L'inspecteur Graves s'approcha d'elle. « Qu'as-tu trouvé ?»« Seulement ce que quelqu'un craignait que nous fassions, » dit-elle doucement. Elle lui glissa le fragment dans la main. Des mots y étaient inscrits, flous mais suffisamment lisibles. L'heure est fixée à jeudi. Les yeux de Graves s'écarquillèrent. L'horloge contenait donc un message, après tout. « En effet, » murmura Miss Marple. « Mais le message n'est pas tout à fait ce qu'il paraît. Il n'était pas destiné à la mort, inspecteur. Il était destiné aux vivants. » Alors qu'il quitte la maison, l'horloge de l'église sonna à l'heure. Le son résonna dans tout le village comme un avertissement.
Miss Marple rapprocha son châle, les yeux plissés d'une certitude tranquille. Le dernier acte du drame était proche, et bientôt tout serait révélé. Au matin, sainte Mildred connaîtrait non seulement la vérité, mais la verrait mise à nu devant eux, chaque fil démêlé avec une calme précision. Et Miss Marple, toujours patiente, serait celle qui rassemble ses fils. L'après-midi suivant, l'inspecteur Graves convoqua une réunion dans le salon Bellamy. Les lourds rideaux étaient tirés, laissant entrer une lumière grise et hésitante. L'atmosphère intérieure était tendue, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à la vérité. Assise devant le feu se trouvait Madame Bellamy, pâle et inquiète, son mouchoir s'enroulant sans fin entre ses doigts. À côté d'elle se tenait Madame Talbot, sur ses gardes et provocatrice, malgré sa nuit blanche au poste. Lucy Kenworthy rôdait près de la porte, se tordant les mains, tandis que Madame Bantry et plusieurs autres voisins, incapables de résister à l'attrait du drame, avaient été autorisés à assister à la cérémonie. L'inspecteur Graves, sévère et impassible, se tenait debout, son carnet prêt. Au centre, silencieuse et modeste, était assise Miss Marple. Son tricot reposait sur ses genoux, mais ses aiguilles étaient immobiles. Elle leva les yeux et observa longuement les visages. « Mes chers amis, » commença-t-elle doucement, « cette malheureuse affaire a suscité beaucoup de chagrin et de suspicion dans notre petit village. Il est temps, je crois, de démêler le tout et de voir clairement ce qui se cache derrière. » Grave hocha vivement la tête. Miss Marple a observé plus de choses ces derniers jours que la plupart d'entre nous réunis. Je vous conseille d'écouter attentivement. Elle incline la tête. Cela commença, vous vous en souviendrez, par un détail des plus étranges, des horloges sans aiguille. À première vue, cela semblait une étrange fantaisie de M. Bellamy. Mais la vérité était tout autre. Ces horloges n'étaient pas des ornements, c'étaient des cachettes. L'une d'elles contenait un message. « L'heure est réglée jeudi. » De toute évidence, quelqu'un avait l'intention de trouver ce message, mais seulement par les bons yeux. Un murmure parcourt la pièce. Madame Bellamy laissa échapper un léger soupir et pressa le mouchoir contre ses lèvres. L'autre curiosité, poursuivit Miss Marple, était la lettre à moitié brûlée dans la cheminée. Son écriture étrangère suggérait des ennemis à l'étranger, mais sa destruction était maladroite. En vérité, elle avait été mise en scène pour nous faire regarder au-delà du village, alors que la réponse était bien plus proche. Ses yeux se tournèrent vers Madame Talbot, qui s'agitait mal à l'aise sur son siège. Puis vint Alice, la servante. Elle était nerveuse, car elle en avait trop vu. Elle cria à propos de l'horloge, car c'est elle qui attira son attention avant même le corps de son maître. Et plus tard, elle fut emmenée dans la nuit par un homme portant une mallette. « Lucie, tu as été très courageux d'avouer ce que tu as vu. » Lucie rougit et hocha faiblement la tête. La valise, elle aussi, a été déposée dans le cimetière. Non pas lâchée lors d'une bagarre, mais placée avec soin, pour suggérer une histoire tout en dissimulant une autre. Une telle mise en scène est la marque du désespoir. Le regard de Miss Marple se posa alors sur Madame Talbot, assise, figée, le visage pâle mais provocateur. « Vous avez parlé des horloges comme d'un message avant même d'en avoir connaissance. C'était votre erreur révélatrice. Et hier soir, en pénétrant par effraction dans cette maison, vous avez cherché à détruire les preuves mêmes qui vous liaient à la mort de M. Bellamy. » Un silence stupéfait emplit la pièce. Madame Bantry serrait ses perles. Madame Bellamy poussa un cri étranglé. « C'était vous, Madame Talbot, » dit doucement Miss Marple. « Vous n'étiez pas une innocente nouvelle, yo venue, mais quelqu'un de longue date lié à M. Bellamy. Il avait autrefois agi pour vous dans une affaire délicate à l'étranger, n'est-ce pas? Des choses que vous auriez préféré garder secrètes. Mais il détenait des lettres, des preuves qui risquent de vous ruiner. Lorsqu'il a menacé de révéler le passé, vous l'avez réduit au silence.
L'horloge indiquait une réunion prévue mais au lieu d'y assister, vous avez choisi de le frapper avant qu'il ne puisse parler davantage. La servante a compris l'importance de l'horloge, c'est pourquoi elle a été renvoyée, et lorsque les soupçons se sont accrus, vous avez tenté de détruire les preuves. Les lèvres de Madame Talbot remuèrent, mais aucun mot ne sortit. La défiance disparut de son regard, laissant place à une lassitude creuse. Elle se laissa retomber sur sa chaise, les mains mouillées sur ses genoux. L'inspecteur Graves referma son carnet. « C'est tout, Miss Marple. Madame Talbot, vous êtes en état d'arrestation. » Alors que l'agent s'avançait, la salle se remplit de halètements et de chuchotements. Madame Bellamy se renversa en arrière, les yeux fermés, comme si un poids immense s'était évacué. Lucie s'accrocha au bras de Madame Bantry, tremblante de soulagement. Miss Marple replia simplement son tricot et regarda vers la fenêtre où l'horloge de l'église sonnait l'heure. Le son résonna dans la pièce, régulier et sûr, comme pour rappeler à tous que, malgré tous les efforts pour arrêter ces aiguilles, le temps ne serait pas trompé. Mais dans son cœur tranquille, elle savait qu'il y avait encore une leçon à tirer, une dernière piqûre qui resterait gravée dans la mémoire du village longtemps après que le coupable ait été emmené. Dans les jours qui suivent, l'arrestation de Madame Talbot, Sainte-Mildre reprend son cours normal. La cloche de la poste sonna à son heure habituelle, l'épicier disposa ses pommes et ses conserves, et le bruit des jeux des enfants résonna à nouveau dans la verdure. Pourtant, sous la surface, quelque chose avait changé. Un village touché par un meurtre ne s'oublie pas facilement. Madame Bellamy resta chez elle, bien qu'on la vît rarement. Elle se promenait dans le jardin au crépuscule, silhouette blême vêtue de noir, et lorsque les voisins lui adressèrent la parole, elle répondait d'une voix douce et distraite. On murmurait, bien sûr, qu'elle en savait plus qu'elle ne l'admet, que son silence n'était pas seulement dû au chagrin. Mais comme le remarquait Miss Marple, la culpabilité prend souvent de multiples formes. Tous les crimes ne sont pas punissables par la loi. Lucy Kenworthy se remet lentement de sa frayeur. Depuis le départ de Madame Talbot, elle semblait plus légère, comme si un poids lui avait été enlevé. Elle rendait souvent visite à Miss Marple, apportant de petits cadeaux, des fleurs ou des scones, avides de compagnie et d'écoute sans jugement. Les autres villageois avaient eux aussi beaucoup à dire. Madame Bantry déclara que c'était l'affaire la plus palpitante que le village ait connue depuis des décennies. Madame Kenworthy affirme avoir soupçonné Madame Talbot dès le début, bien que personne ne se souvienne qu'elle l'ait dit auparavant. M. Pritchard affirma que l'affaire des horloges était évidente et qu'il en avait parlé bien avant que Miss Marple ne résolve l'affaire. Dans les villages, la vérité des événements est vite travestie au gré du narrateur. L'inspecteur Graves, bien que soulagé d'avoir trouvé son coupable, restait inquiet. « Étrange affaire, des horloges sans aiguille », fit-il remarquer à Miss Marple un après-midi. « Quel esprit peut bien inventer de tels symboles ?»« Une peur effrayante, » répondit Miss Marple. « La peur s'exprime de manières étranges. Ceux qui vivent dans la terreur d'être exposés inventent souvent des déguisements élaborés. Mais à la fin, la nature humaine les trahit. Une parole imprudente, un acte désespéré, le temps révèle toujours la vérité. » L'inspecteur hocha la tête, sans toutefois être pleinement convaincu. Il était plus à l'aise avec les empreintes digitales qu'avec la psychologie. Il respectait néanmoins la tranquille de Miss Marple, même s'il ne la comprenait pas pleinement. Quant à Miss Marple, elle retourna à son tricot et à son jardin, apparemment inchangée. Pourtant, elle savait que le village avait changé. La suspicion avait laissé des traces, et les amitiés ne seraient plus jamais aussi confiantes. Elle pensait souvent à Alice, la servante, dont la terreur avait été si grande. Bien qu'Alice ait été retrouvée saine et sauve, cachée chez des parents éloignés qui l'avaient enlevée, le souvenir de ses yeux effrayés subsistait.
Les secrets avaient failli la détruire, tout comme ils avaient détruit Edward Bellamy. Un soir, alors que Miss Marple était assise à sa fenêtre et regardait les dernières lueurs s'estomper sur la verdure, Madame Bantry remarqua joyeusement. « Eh bien, Jane, tout est réglé maintenant. La vie peut reprendre son cours normal. » Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent, son regard fixé sur les contours sombres de la maison Bellamy. « Normal, oui. À la prochaine fois. Car vois-tu, Dolly, les gens sont partout pareils. Fierté, peur, ressentiment. Ils tic-tac comme des horloges invisibles. On ne sait jamais quand les aiguilles réapparaîtront soudainement, pointant droit vers la tragédie. » L'horloge du clocher sonnait l'heure, chaque coup résonnant dans la verdure paisible, et bien que le son fût régulier et familier, il portait en lui un rappel glacial. Malgré tous les efforts pour arrêter ses aiguilles, le temps a toujours son propre rythme. Miss Marple plia soigneusement son tricot sur ses genoux et s'autorisa un léger sourire. Le village aurait peut-être envie d'oublier, mais elle savait qu'il n'oublierait jamais. Quelque part, derrière des portes closes, un autre secret attendait, déjà d'être découvert.